Bonjour à tous, mais surtout bonjour à toutes. Aujourd'hui, en ce lundi 8 mars, journée de la femme, fait qu'on s'intéresse aussi aux femmes de notre réseau et aussi aux femmes de la filière automobile. On se rend compte aujourd'hui que malgré tout, le milieu automobile qui était qui a jusqu'ici quand même encore une image très masculine, nous montre quand même qu'on va vers une plus grande mixité. Et aujourd'hui, on va vous présenter quatre femmes de notre réseau, quatre femmes qui sont du coup membres du réseau ID Car. On va commencer par Marie-Hélène Porret de la société Storcom. On va enchaîner avec Audrey Le Goff et on terminera, je pense, avec Marine Guiton et Amélie Fontaine de chez Manumel. Voilà, quatre femmes avec des profils très différents. Je vois d'ailleurs que Simon, on a laissé la coquille sur le programme au niveau d'Audrey, qu'on va corriger rapidement. Donc quatre femmes avec des profils très différents qui vont pouvoir vous expliquer un petit peu leur parcours et puis vous motiver pour intégrer aussi cette filière automobile qui n'est plus réservée qu'aux hommes. Voilà, et je dirais, en honneur aux femmes en fait, de l'automobile, on peut citer quand même quelques femmes un peu connues, comme Sophie Opel, par exemple, qui a été la première femme à la tête d'une entreprise de construction automobile. On a eu Camille Dugast, qui était la première pilote de compétition en automobile, et Dorothy Leville, la femme la plus rapide du monde. Elle aussi, je dirais, les femmes aussi ont leur victoire dans la filière. Donc ça nous fait plaisir aussi de vous inviter et de vous en présenter. Donc voilà, pour la bienséance, je dirais, cette petite matinée de réunion, là, ce petit webinaire, je dirais, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. C'est toujours plus facile qu'en live. Et puis, donc voilà, je te laisse du coup la main maintenant, Marie-Hélène. Oui, Tu me dis quand je te merci. passe les slides et puis on avance Ok, comme ça. bon, tu verras, ça va se Oui, dérouler oui, assez oui. vite. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que chacune d'entre vous puisse se présenter un petit peu l'entreprise dans laquelle elle évolue, mais aussi, bien sûr, son parcours et pourquoi elle a fait le choix, entre guillemets, de cette filière. Et est-ce que son avenir reste dans cette filière ou pas? Ça peut être intéressant aussi d'avoir ces ouvertures. Voilà, merci. Merci. Donc, oui, j'ai l'honneur d'introduire ce webinaire. Et donc, ça tombe bien parce que moi, effectivement, je vais expliquer un peu mon parcours, mais je suis dans le domaine de l'industrie d'une manière générale et pas que industrie automobile. Et comme ça permettra d'introduire après un peu plus le secteur automobile. Donc, oui, moi, si je raconte un peu mon parcours, alors effectivement, je pense que j'étais pas du tout destinée au départ à aller dans l'industrie, ou en tout cas, c'était pas forcément le secteur dans lequel je m'étais vue à l'origine. J'ai eu un parcours un petit peu atypique au sens où c'était pas du tout linéaire. Je suis d'abord passée par l'informatique, plutôt le développement logiciel. Après, je suis passée par l'école d'ingénieur, donc un peu plus généraliste, plutôt télécom, donc télécommunication. Donc il y avait un lien avec l'informatique, mais je commençais déjà à m'élargir un peu. J'ai fait une spécialisation en école d'ingénieur sur la partie marketing. Donc là, on passe du développement au marketing. Donc on voyait déjà que j'étais assez transverse dans mes, dans mes appétences, on va dire. Et effectivement, j'ai d'abord commencé par une carrière plutôt consulting pour toucher un petit peu à tout et voir un petit peu En fait, des je voudrais mettre ma secteurs un peu vidéo, j'y arrive différents. pas. En fait, quand je suis là, tu vois, là, elle est bien activée et il n'y a rien Il y qui a, Attends, bouge. il y a un micro qui est Marie. resté allumé. Tac. Je C'est pense pas grave. qu'on va pouvoir le couper. Ça fait partie de l'interactivité. Donc effectivement, je suis passée d'abord par le consulting pour voilà, faire un petit peu des secteurs très diversifiés déjà. Et en fait, comme je vais pouvoir l'expliquer, je suis partie de Paris pour aller plutôt en province et j'ai choisi la ville de La Rochelle, ville très sympathique. On aime bien de temps en temps pouvoir quitter Paris et aller en province. Et en l'occurrence, bon, j'ai eu la chance de pouvoir arriver sur La Rochelle. Et sur La Rochelle, effectivement, j'ai trouvé une entreprise qui était en création. Donc c'était Bruno Baron à l'époque, le créateur de l'entreprise, qui a créé la société Picdy et maintenant qui s'appelle Storcom. Qui m'a embauchée comme au départ commerciale, mais en même temps en voyant bien que j'allais avoir un peu des compétences informatiques, marketing, etc. Une espèce de boîte à outils parfait pour une entreprise qui démarre. Et du coup, effectivement, on a lancé l'activité, on a vraiment démarré de zéro.
pour monter une société qui s'appuyait sur tout ce qui était technologie sans contact, donc technologie d'identification avec tout ce qui est RFID d'une manière générale. Donc voilà, je me suis retrouvée un peu déjà dans la technologie, le high-tech, etc. Et en fait, ce type de technologie s'applique à beaucoup de secteurs d'activité différents, mais beaucoup dans l'industrie, et c'est dans l'industrie surtout qu'elle s'est déployée. D'ailleurs, l'industrie automobile a été parmi les premières industries à utiliser les technologies RFID, à la fois pour les process Kanban ou aussi dans les clés, par exemple, de démarrage des voitures. Donc effectivement, très rapidement, je me suis retrouvée à visiter des usines, à visiter des industries et effectivement c'est totalement passionnant, c'est-à-dire qu'en fait on s'imagine pas, on voit toujours, alors tu peux passer au slide suivant Antoine s'il te plaît, on voit toujours l'industrie comme quelque chose d'assez peut-être très on imagine opérateur, je pense chaîne de production, mais on s'imagine pas forcément toute la technicité et tout ce qu'il peut y avoir derrière tout ça. Et aujourd'hui l'industrie c'est surtout, enfin nous ce qu'on amène dans l'industrie c'est tout ce qui est industrie du futur, usine 4.0, on va parler aussi d'industrie même 5.0 parce qu'effectivement il y a tout ce qui est automatisation mais il y a aussi la prise en compte de l'humain. Donc tous ces aspects-là dans l'industrie il y a énormément de choses à faire et c'est ça qu'il faut voir derrière le terme industrie qui est pas toujours, enfin qui est peut-être un peu galvaudé effectivement pour les femmes qui est peut-être pas attirant au départ et en fait on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses à faire dans l'industrie et dans tous les secteurs et effectivement moi je me souviens très bien. Alors l'avantage que j'ai dans mon métier effectivement comme je suis sur la partie commerciale puisqu'aujourd'hui je suis directrice commerciale, c'est d'aller visiter les usines et ça c'est vrai que c'est un aspect très agréable dans notre métier, c'est qu'on va sur site, on rencontre les opérationnels et on visite des process complets, on voit des secteurs très différents et en même temps, à chaque fois, on découvre des éléments de l'industrie, des process. Donc moi j'ai rencontré pas mal de femmes dans l'industrie, très honnêtement, hein, c'est pas si masculin que ça. On voit beaucoup de femmes dans l'industrie et on aura d'autres témoignages après, mais parce qu'effectivement la femme a toute sa place dans ce type d'industrie. À la fois, nous on travaille beaucoup à la fois avec les méthodes. Donc la partie méthode, c'est un peu organiser tout ça, structurer. Donc il y a beaucoup de choses à faire de ce domaine-là. Il y a aussi maintenant tout ce qui est pris en compte de l'environnement, donc tous les aspects éco-conception, RSE qui sont aussi maintenant, dans l'industrie, c'est primordial. Donc il y a plein de domaines dans l'industrie sur lesquels on peut intervenir et il ne faut pas se fermer à un secteur d'activité en se disant je vais aller plus dans les services. Non, dans l'industrie, il y a énormément de choses à faire. Donc c'est vrai que nous, on a l'avantage en tant que Storecom de toucher à la fois à plein de secteurs d'activité, donc notamment l'industrie automobile, et dans l'industrie à intervenir sur plein de domaines différents. On peut passer au slide suivant. Nous, notre métier, c'est vraiment d'accompagner sur la transformation digitale, donc amener du digital dans l'industrie. Donc on va travailler sur tous les process, ça va être aussi bien effectivement sur les process d'inventaire que sur les process de production, donc sur les chaînes de production. On travaille par exemple dans le domaine des vins et spiritueux. Vins et spiritueux, c'est des chaînes d'embouteillage sur lesquelles il faut aller mettre en place des systèmes de lecture en automatique, en cadence, etc. Donc, on intervient sur tous les éléments de la chaîne et c'est amener de la fiabilité, de la sécurité, de l'automatisation. Donc, c'est vraiment très, très vaste, quoi. Donc, c'est vrai que nous, on a l'avantage d'être à la fois dans l'industrie et dans le high-tech, dans les nouvelles technologies, dans l'IoT. Donc, ça, c'est pareil, hein, c'est des secteurs où ça a beaucoup d'attrait. Et il y a énormément de domaines passionnants dans tous les secteurs d'activité de l'industrie et dans tous les process qu'il peut y avoir au niveau de l'industrie. Donc voilà un petit peu pour mon parcours à moi et en tout cas moi j'encourage toutes les femmes à s'intéresser au domaine de l'industrie clairement parce que oui il ne faut pas se fermer à se dire l'industrie c'est peut-être obscur des fois hein, donc il ne faut pas hésiter à aller rencontrer justement des femmes qui travaillent dans l'industrie comme on peut le faire aujourd'hui de voir des témoignages un petit peu de femmes qui travaillent dans l'industrie. Il y a énormément de choses à faire et moi je vois qu'à chaque fois qu'on fait des visites et que je rencontre des femmes qui sont dans l'industrie, elles sont aussi très bien accueillies dans ce monde qui peut paraître masculin, mais qui l'est de moins en moins quand même, parce qu'effectivement, on amène aussi notre énergie et nos sourires dans ce domaine. Voilà pour ce que je voulais dire de mon côté. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, je note qu'on a une question déjà de notre côté, c'est sur la partie formation pure et dure.
est-ce que tu peux nous dire de quelle école tu viens et ton Oui, alors parcours? c'est Télécom Paris, en l'occurrence. Donc, D'accord, ingénieur généraliste, mais ingénieur télécom quand même. Donc, oui, télécommunications, informatique, nouvelles d'accord. technologies, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux du coup, je dirais, dérouler un petit peu sur qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a donné envie, enfin, au départ déjà de partir sur cette filière-là et, et voilà, parce que des femmes ingénieures, on en croise hein, quand Oui, même pas bah oui, c'est mal. ça. Mais, Après, je pense qu'effectivement, je suis d'abord partie vers l'informatique parce que j'aime cette partie, construire, développer, créer via le programme informatique. Puis j'avais déjà, je pense, un goût pour tout ce qui était informatique. Et c'était la suite en fait de mon cursus informatique où bah, je voulais pas me limiter à l'informatique, mais je voulais ouvrir un peu le champ des possibles. Et du coup, l'école d'ingénieur, c'est l'idéal parce qu'effectivement, on touche à plein de matières différentes. C'est quand même une formation généraliste, même si elle est télécom. Et c'est vrai que ça donne aussi, une école d'ingénieur, ça donne aussi un cadre, des process, on apprend la gestion de projet, on apprend beaucoup de choses qui permettent après, dans une entreprise, d'appliquer des méthodes. Et oui, c'est un cursus qui est quand même très intéressant. Après, il y a aussi des formations, même sans être école d'ingé, des BTS, etc., qui sont très pertinents après pour intégrer des postes méthodes. Hein. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'école d'ingé pour pouvoir faire des postes très intéressants dans l'industrie. Hein. d'accord. Et une deuxième question un peu plus surprenante, mais il n'y a pas de raison. La question, Vas-y. c'est est-ce que du coup, dans ce milieu technique plutôt réservé aux hommes, est-ce que tu arrives à te faire ta place? Ah oui, clairement. Ouais. Faut pas s'inquiéter. Non, non, et puis il y a beaucoup de respect quand même, je trouve toujours. Enfin, moi j'ai la chance de rencontrer toujours des personnes très respectueuses, très agréables, et au contraire, enfin, à partir du moment, je dirais, où on maîtrise son domaine, Mhm. ben, nécessairement, Oui, je pense voilà. que Enfin, qu'on soit un c'est homme ou une femme, évident ça ne et ils change se rendent rien. bien compte qu'on sait de quoi on parle, que voilà, Mhm. on est pertinent et il n'y a pas du tout de remise en cause, qu'on soit une femme ou pas. Enfin, moi, je le ressens pas du tout, en tout cas, dans mon métier, à la fois chez Storfam dans l'entreprise, parce qu'on a quand même un effectif qui est quand même très masculin, mais j'aimerais bien qu'on augmente un peu, on aimerait bien un peu plus de parité. Mais bon, je suis plutôt minoritaire, mais non, ça, à la fois dans l'entreprise Storcom et également auprès de nos clients. Et dans les entreprises que je visite, non, non, il n'y a pas de souci. Ok. Et du coup, juste peut-être pour conclure, si tu avais une question enfin des conseils à donner aux jeunes femmes qui sont là avec nous aujourd'hui. Enfin, je, je reprends jeune femme parce que j'ai un commentaire Oui, sur le tu t'es sujet. fait un peu Je- tacler sur le jeune fille. Mais du coup, enfin, pour toutes les femmes, du coup, Toutes qui les sont là femmes. aujourd'hui. Non, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut vraiment pas se fermer. Il faut s'intéresser. Après, il y a des gens à qui ça correspondra pas, mais il faut vraiment pas se fermer ce secteur-là et pas se dire l'industrie c'est pour les hommes. Non, pas du tout. Vraiment, il y a plein de choses à faire et je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir et s'intéresser et bah, pouvoir aller visiter. C'est vrai que c'est bien de pouvoir visiter les entreprises. Ça se fait un peu, je pense, dans certaines écoles d'aller visiter, mais je pense qu'aller sur le terrain, aller voir des process, aller voir des industries, c'est là qu'après on voit si ça nous plaît et si ça nous passionne, Ouais, quoi. c'est ça. Donc, de la curiosité avant tout Ouais, tout à fait. et voilà, et saisir toutes les opportunités pour découvrir ces milieux un peu Ouais, particuliers. Très c'est bien, ça. super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Marie-Hélène. Je t'en prie. Voilà, c'était un peu délicat dans ton cas, mais merci beaucoup. En tout cas. Je ne sais pas, après, mesdames, Audrey, si tu veux. Bon, allez, c'est parti. On veut bien que tu réactives ton micro. Alors, attends, parce que du coup, c'est moi qu'il faut que j'envoie ta presse. Euh, alors, Ok. du coup, la partie technique. Attends, qui va merder? Attends, c'est moi qui m'en occupe. Attends. Tac, tac. Alors, toi, tu nous l'avais envoyé avant. Elle est là. Ici. Ouais. Vous la Bon, du voyez, coup, moi, ça doit être je bon. présente un peu ma société comme elle Oui, est toute j'ai petite, vu mais passer. voilà. Donc, mais je me retrouve un peu dans l'aventure, entre guillemets, puisque moi, c'est une aventure familiale. Donc, je suis dans l'industrie parce que ma famille, en fait, enfin, ma famille, mon père a créé une société sur la base d'une idée très, très ingénieuse. Et je me suis dit que c'était une opportunité formidable pour. Enfin, ça m'a toujours trotté dans la tête, en fait, de me lancer. Et du coup, bah, c'était l'industrie. Parce que lui aime les voitures, il avait envie de faire joujou avec des voitures en grandeur nature. Et moi, je me sentais de participer à une aventure entrepreneuriale. Donc voilà, je me suis retrouvée dans ce milieu, mais
c'était pas, moi, j'aimais le cinéma, j'aimais des choses plus soft. Et au final, je crois que je suis mieux là que j'aurais pu être ailleurs. Donc, mon entreprise, elle s'appelle Maxi Cargo. Et vas-y, tu peux changer comme ça, Ouais. je m'explique. Donc, en fait, on est carrossier constructeur de véhicules innovants. Et on s'est créé fin 2008 sur la base d'un concept innovant de remorque compacte et sécurisée. Tiens, je vois qu'il y a une typo, mais bon. Donc voilà, ça a pris 5 années de développement technique. Moi, je suis arrivée au milieu de ce développement technique pour commencer à structurer l'entreprise. On a déposé des brevets, on a eu des homologations européennes, on a eu des prix de l'innovation. Et aujourd'hui, on a 350 véhicules qui roulent en France et on commence à exporter en Allemagne et en Belgique avec des partenaires. Et nos marchés sont très divers, en fait. On est dans le BTP quand même majoritairement, mais on touche plein de sociétés. Et je pense qu'on va se développer beaucoup dans le transport, la distribution alimentaire et puis tout ce qui a besoin en fait, de transporter des petites charges, notamment en centre-ville, et les collectivités aussi. Et donc, nos clients, c'est des grands groupes et des PME, et ensuite les intermédiaires comme les concessionnaires et les loueurs. Voilà un peu pour dresser le portrait. J'explique juste en 2 minutes à quoi correspond le système pour que vous puissiez voir le slide suivant. Ouais. Voilà. Donc, en fait, à l'époque, en 2008-2009, on avait fait un constat qui fonctionne toujours un petit peu, mais depuis, on est apparu dans le paysage. C'est que les entreprises qui transportent des petites charges, 1 à 2 tonnes, n'ont pas de solution satisfaisante et sécurisée. C'est-à-dire qu'elles ont le choix entre des petits utilitaires, des petits véhicules qu'on voit sur les routes qui, en fait, ont une charge utile nettement insuffisante par rapport aux besoins. Donc, soit les véhicules sont en surcharge la majorité du temps, soit les entreprises font des allers-retours pour respecter la réglementation, mais du coup, perdent du temps, perdent de l'argent. Elles peuvent aussi utiliser des poids lourds, mais là, on a un problème de pénurie des chauffeurs. Il n'y a pas suffisamment de permis poids lourds sur le marché. Et en plus, c'est des véhicules assez coûteux qui, pour transporter ces petites charges, sont vraiment démesurés. Et puis, on a un dernier choix, ce sont les remorques qui apportent de la charge utile intéressante. Sauf qu'elles sont compliquées à manœuvrer, c'est très pénible et c'est dangereux sur les routes. On voit régulièrement des accidents de remorques. Et donc, fort de ce constat, on s'est dit, tiens, mais il y a peut-être quelque chose à faire avec ces remorques, mais en les faisant différemment. Alors, ce n'est pas vraiment moi qui me le suis dit, c'est plutôt donc, mon père qui était sur le terrain à cette époque-là, dans une autre activité. Et du coup, c'est comme ça qu'il arrive à ce raisonnement. Et donc, on a sorti, slide suivant, un nouveau type de remorque, en fait. C'est-à-dire une remorque qui est attelée à cheval sur le véhicule. L'attelage, au lieu d'être à l'arrière du véhicule tout au bout, il est au niveau central, juste, en l'occurrence sur ce schéma, juste derrière le coffre. Et la remorque, pour pouvoir être sécurisée, elle est guidée par le véhicule. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un ensemble avec une remorque de 11 mètres, qui braque, enfin la remorque se casse par rapport au véhicule, on se retrouve sur un ensemble plus compact de 7 mètres et qui se conduit comme un véhicule classique, très facilement. Il faut juste le permis remorque. Et on dispose d'une charge utile. On additionne la charge utile du véhicule plus celle de la remorque. Du coup, on triple, même parfois on quadruple la charge utile des véhicules utilitaires classiques qu'on voit circuler sur les routes. Donc voilà, c'est ça le concept et ça donne des véhicules qui sont assez sympas. Slide suivant, du coup. Parce qu'on peut optimiser à fond tous les potentiels de carrossage sur le véhicule, sur la remorque. Et donc, on fait des véhicules combinés très intéressants au niveau ergonomique, très bien adaptés au métier. Donc là, c'est pour le TP, des grues avec des bennes et toujours des charges utiles très importantes. Et des coffres, justement, en fait, ce qui est compliqué pour les carrossiers classiques, c'est que leurs coffres doivent être très légers pour pouvoir laisser de la charge utile. Nous, au contraire, on a plus ce problème. Donc, on a fait des coffres très techniques qui permettent d'optimiser en fait, le travail sur le terrain. Tout est rangé à sa place, c'est assez costaud. On a fait un ascenseur à pilonneuse sur lequel on a déposé un brevet également pour faciliter le rangement des pilonneuses plutôt que de se casser le dos à le monter à la main dans le fourgon. Voilà, on a développé plein de choses en fait. L'imagination, c'est la limite en fait. Et après, slide suivant, on a d'autres véhicules plus adaptés transport. Donc, il y a du frigo à gauche et puis du transport fourgon à droite. Et on est compatible avec les véhicules au gaz naturel notamment, puis plus tard certainement à l'électrique. Ce qui permet d'avoir des véhicules propres qui ont toujours une charge utile exceptionnelle. Donc, en ce moment, on est vraiment pile dans la mouvance actuelle d'avoir des véhicules propres, de respecter la réglementation, d'atteindre le centre-ville. On est en train, ça a été compliqué au départ parce qu'on arrivait avec une innovation, justement, slide suivant, en fait, une innovation dans un secteur très réglementé.
où les enjeux de sécurité sont très importants, avec des gros acteurs historiques et puis des clients qui ont des habitudes très arrêtées, enfin très ancrées. Et donc, nous, on est arrivé avec une innovation vraiment de rupture en 2014 quand on a lancé le produit. Donc, ça n'a pas été simple à promouvoir. Enfin, c'est comme de l'évangélisation, en fait. Et là, on rencontre notre marché. Enfin, ça fait 2 ans que vraiment, on sent que, déjà parce qu'il y en a plus qui circulent, il y en a 350, donc on les voit passer, enfin un peu plus. Notamment à Paris, les gens voient passer les véhicules, ils ont entendu quelqu'un qui en avait un, etc. Donc, la clientèle arrive. Ce n'est pas uniquement nous qui vendons. Maintenant, ça vient les gens viennent tout seuls nous voir. Mais ça implique, pour pouvoir réussir dans un milieu pareil qui demande beaucoup, enfin, qui est très exigeant en fait, en termes de qualité, Et pour le coup, très masculin aussi. Hein. Et pour le coup, très masculin. Non, oui, je vais parler des femmes après, mais là, c'est au niveau des clients, je veux dire. En fait. Au niveau des clients. Oui, des clients. Et puis même le milieu est exigeant parce que ça va sur la route. En fait. Et du coup, nous, on s'est mis une pression énorme et tous nos collaborateurs, en fait, sont hyper impliqués. On les a recrutés, en fait, sur leur niveau de capacité d'engagement, quel que soit leur statut dans l'équipe, l'employé, l'ouvrier ou l'agent de maîtrise ou le cadre, la direction, enfin n'importe qui doit être très engagé dans ses horaires. Bien sûr, moi, ça ne veut pas forcément dire faire des très gros horaires, mais au sein de ces horaires, c'est du 100% en fait. Voilà. Donc, c'est assez exigeant, c'est très excitant. Comme on se lève le matin, on a envie de bosser, on est hyper content. On est content de se retrouver et de savoir ce qui va se passer. Mais oui, il faut être vraiment dedans. Et du coup, les qualités, enfin, les valeurs de l'entreprise, qualité, innovation, service, réactivité, c'est ce que aussi on demande en fait à chaque personne. Enfin, on demande, c'est pas ça, c'est qu'on se l'impose nous-mêmes en fait. Du coup, c'est pas toujours simple quand on recrute parce que soit la greffe, elle prend, soit elle prend pas, en fait. Ouais, c'est sûr. Donc, voilà, ça, c'était la partie entreprise, en fait. Okay. Et du coup, mon parcours là-dedans, moi, j'ai fait une école de commerce, après une école préparatoire. Et ensuite, j'ai fait un peu de conseil, justement, pour voir un petit peu. J'avais dans ma tête, puisque j'ai fait un master entrepreneur en dernière année, je savais qu'à un moment, je ferais quelque chose, soit seule, soit avec, au sein de la famille, parce qu'on a quelque chose, en fait, on a ça dans notre ADN depuis assez longtemps. Donc, j'avais fait master entrepreneur pour voir un peu si ça me plaisait. Et c'est vrai que j'aime bien l'action. Et dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'action, beaucoup d'adrénaline, en fait. Donc, c'est très intéressant. Enfin, moi, ça m'a plu. C'est-à-dire, c'était les masters entrepreneurs, ça doit exister dans d'autres endroits. On fait des petites missions. C'est un peu comme des petites missions de conseil. Quelqu'un vient de l'extérieur avec une problématique pour son entreprise et on a 2 mois en fait pour travailler avec lui. En l'occurrence, moi, je travaille avec des ingénieurs et des gens d'écoles de commerce, donc c'était intéressant parce qu'on avait différentes façons de voir. Et on essaye de résoudre avec lui sa problématique et de présenter quelque chose à la fin des 2 mois. C'est très, très intense, très court. Ça m'a bien plu. Je suis partie ensuite chez Deloitte. Donc là, c'est une grosse structure, mais ça permet de balayer pareil plein d'entreprises différentes, plutôt du point de vue stratégie, process, finance. Donc, je n'ai pas du tout un parcours ingénieur ou technique, j'ai plutôt un parcours général. Et en 2010, en fait, Deloitte a été, je trouve, assez précurseur puisque j'ai demandé justement je voulais voir s'il y avait une place pour moi dans l'entreprise qu'on était en train de créer, que mon père était en train de créer. Et donc, j'ai eu un mi-temps, en fait. J'ai trouvé une mission qui me permettait de travailler à moitié pour Deloitte et à moitié pour Maxi Cargo. Et enfin, c'est vrai qu'à l'époque, mon associé, il était un peu précurseur sur ça. Je pense que le télétravail, des choses comme ça, il les a mis en place très rapidement après, par la suite, pour certaines femmes qui avaient besoin d'être chez elles à certains moments de leur vie, mais qui étaient très performantes et qui voulaient bosser, en fait. Donc voilà, j'ai bénéficié de ça et je me suis rendu compte que ça me plaisait. Et donc, je suis repartie pour structurer la société. Mon père s'occupait plutôt de la partie technique, développement, réglementation. Et puis moi, études de marché, lancement du produit avec toute la com autour, aussi trouver des investisseurs parce que ça demande beaucoup de fonds et recruter l'équipe. Et 2014-2016, j'étais responsable des ventes, donc je pilotais l'équipe commerciale. J'ai aussi continué à structurer notamment sur la partie système qualité parce que dans ce milieu-là, pour pouvoir carrosser des véhicules et les immatriculer, il faut être certifié et développer des partenariats avec les constructeurs.
Donc Renault, on est devenu carrossier certifié Renault, carrossier certifié Iveco. Et en 2016, mon père a été obligé de se mettre en retrait pour une raison de santé. Et du coup, je suis devenue directrice générale. Ça a été assez violent et en même temps, enfin violent parce que au niveau perso, c'était très violent. Mais en même temps, ça a été vraiment très intéressant parce on s'est tous retrouvés un peu orphelins, entre guillemets. Et en même temps, c'est hyper bénéfique parce qu'on a dû se serrer les coudes et on est tous montés en compétences. Donc moi, je donnais un peu le là, mais j'avais un responsable technique qui a fait un bond, en fait, en termes de... Enfin, c'est devenu un adjoint. Il a été obligé de récupérer tout le savoir que mon père n'avait pas forcément partagé à l'époque. J'ai eu aussi un responsable de production qui a pris vraiment en main le site. Voilà, donc on a un comité de direction aujourd'hui qui est vraiment solide et on est beaucoup moins dépendant que l'on pouvait l'être avant, en fait, du patron, qui est revenu depuis, puisqu'il est rétabli, et qui justement nous a permis de nous développer à l'export parce que quand même, hein, c'est quand même des visionnaires, c'est des gens qui créent des sociétés, donc c'est lui il a toujours un coup d'avance, donc ça c'est très intéressant de travailler en binôme avec quelqu'un comme ça. Et donc c'est lui aussi qui travaille à 5 ans, quoi, à 5 ans, 10 ans pour l'entreprise. Et moi, je gère plus la partie opérationnelle, plus j'impulse certains mouvements en fait dans la société. Voilà. Et du coup, dans les sujets qui reviennent souvent, est-ce que sur la partie entrepreneur, enfin, le fait que tu sois entrepreneur, je dirais, est-ce que ça reste compatible avec ta vie de femme, qui est là avant tout, pour être déjà toi, tu as voyagé quand même, tu Ouais. as fait des choses du coup, mais après sur ta vie de femme au quotidien, je dirais, est-ce que ça reste compatible? Ouais, il faut savoir s'organiser Ouais, j'imagine. et ça implique d'avoir quelqu'un qui aide. Enfin, moi, je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas eu la super nounou qui gère un peu les enfants. C'est-à-dire que je suis en partie en télétravail. Moi, je me suis organisée pour être en partie en télétravail. Ce qui fonctionne, hein, on le voit tous maintenant, mais avant, ce n'était pas évident, hein. Des fois, les gens se demandaient, mais quand tu diriges une société en télétravail. Alors, c'est aussi parce que j'ai dans mon entreprise des gens clés sur lesquels j'ai totalement confiance. Confiance, ouais. Ouais, j'ai une confiance très forte, bon, bien sûr, dans mon père. Il y a également ma mère qui est dans la société, donc c'est vraiment une direction à 3. Et après, dans mes deux responsables techniques, plus responsables financiers, alors on est à 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est 6 en fait à diriger plus ou moins. Et c'est grâce à ça, c'est des gens qui sont là depuis longtemps. C'est grâce à ça que c'est possible d'être en télétravail parce que j'ai connu des personnes, une autre personne comme moi, une autre jeune fille qui avait fait ça et qui, elle, n'avait pas des gens de confiance chez elle et elle était tout le temps en télétravail et elle, ça n'a pas fonctionné. Enfin, c'était même une catastrophe parce que la personne qu'elle a recrutée l'a volée, entre guillemets, quoi, a récupéré la technologie et partie avec. Donc, ce n'est pas possible de le faire dans toutes les conditions. Mais moi, j'ai réussi à m'organiser comme ça, donc moitié sur le terrain, moitié en télétravail, et donc à gérer mes enfants d'une certaine façon. Mais en ayant quelqu'un, j'aurais pas pu le faire toute seule, en fait, hein, c'est pas possible. Je vois bien pour en avoir une à la maison, pareil, qui est entrepreneur elle aussi et qui a lancé tout ça enceinte du deuxième. Enfin, je vois bien le parcours que tu as pu avoir. Et pour le coup, chez nous aussi, on a une super nounou qui est juste indispensable. Donc voilà, très bien. Et si tu avais du coup, toi aussi, un conseil, quelque chose à donner aux étudiantes qui sont là, voilà, parce que entreprendre, je dirais, faut quand même être né entre guillemets quand même avec. On peut le devenir, mais bon, c'est mieux si on l'a dès le départ. En tout cas, c'est un esprit particulier. On peut se le découvrir, c'est vrai aussi, tout à fait. Et je sais pas si tu avais des conseils sur ne serait-ce que le démarrage, comment on fait son choix, comment on choisit sa vocation quelque part. Ouais. Et pourquoi l'industrie automobile même, enfin... Moi, ce que j'apprécie, ce que j'apprécie dans l'industrie, c'est que c'est assez carré. Parce que j'aimais bien, justement, moi, j'étais très cinéma. Je pense que ce que j'aimais dans le cinéma, en fait, c'était faire les films, c'était monter une équipe pour réaliser des films. En fait. J'aimais bien, en fait, plus la partie management et un peu technique, etc., avec un produit qui me plaisait, qui me parlait.
Sauf que le milieu, j'ai fait des stages dedans et c'est très particulier, c'est très compliqué, très politique. Je pense que dans l'industrie, dans les très grosses sociétés, ça doit être politique aussi, mais quelque part, on est toujours sur du réel. Et, et c'est assez passionné quand même, les gens de cette industrie, enfin, dans Ouais, ça, l'automobile sont c'est assez artistique. passionnés, les produits sont beaux. Mm. Et du coup, à partir du moment où on maîtrise son sujet, c'est un peu ce que disait Marie-Hélène, il n'y a pas de problème qu'on soit une femme ou un homme. Je pense qu'il y a parfois les gens nous regardent peut-être bizarrement de temps en temps, mais ça dure 2 secondes parce qu'au final, à partir du moment où on commence à discuter et qu'on maîtrise Mm. son sujet, voilà, c'est la loi de la raison et du rationnel en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Et puis on travaille avec des clients en face qui sont des professionnels. Donc c'est différent de la consommation. Et du coup, en fait, on doit justifier la pertinence du produit, on doit l'expliquer. C'est carré quoi. Mm. La séduction, il y en a, mais moi, je ne suis pas une grande séductrice. Du coup, j'aime bien quand ce que je dis, en fait, est basé sur des faits. Voilà. D'accord. Ok. Et alors là, du coup, j'ai une question qui arrive. Là, c'est comment est-ce que tu gères finalement la partie technique vraiment pure et dure de la société? Est-ce que tu t'es formé sur ces sujets spécifiques, enfin, sur des sujets spécifiques pour maîtriser ton sujet? Ouais, alors oui, sur une partie des sujets, maintenant, je pense que en fait, je sais m'entourer. Mm. Je sais m'entourer et j'ai des notions sur certains points qui me permettent de verrouiller que ce qu'on me dit, c'est correct. Mais j'ai plusieurs personnes très techniques sur lesquelles Ouais, tu peux t'appuyer. voilà, sur lesquelles je Mm. peux m'appuyer. Je pense que ça aurait été bien que j'aille à l'atelier monter des maxi cargos. Mais voilà, je n'ai pas pu le faire, si ce n'est des tout petits trucs. Mais bon, c'était. Mais par contre, visiter l'usine, être dans l'usine et tout ça, il faut le faire. Ouais, c'est très Ouais. être proche en fait des gars sur le terrain, euh, ça c'est important pour sentir son produit en fait. Donc il faut être technique un petit peu. Maintenant, voilà, je ne considère Ouais. pas que ce que je dis, c'est paroles d'évangile. Je vais toujours me back-upper sur quelqu'un de technique. Vraiment. Oui, oui, bon, on avait l'exemple avant avec Marie-Hélène qui, du coup, elle est peut-être plus technique, mais ne dirige pas Stockholm encore, du coup, pour le moment. Du coup, voilà. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup, Audrey. Avec plaisir. Merci, merci. Et du coup, on va passer alors, du coup, à vous deux, mesdames, de chez Manumel, donc Amélie, hop, attends, et Marine. Voilà. Marine, c'est bon, tu nous entends, on te voit, tu as fait Oui, tout le tour de oui, ton écran. C'est bon que tu webcam, c'est bon, on arrive dans le bon sens. Du coup, alors je ne sais pas comment vous voulez le faire toutes les deux, parce que est-ce que vous le faites en duo, est-ce que vous le faites chacune pour vous, est-ce que j'ai les slides déjà? Tout ça. Oui, je t'ai envoyé les slides. Je pense que je laisserai Marine sur la partie technique. Moi, j'ai intégré, donc je suis chargée de développement RH chez Manuel Ok. depuis le mois de décembre, puisque je remplace la personne qui est en congé maternité. Mhm. La partie entreprise, Marine pourra l'expliquer mieux que moi, mais je pense que tu peux lancer les slides. Ouais, ouais, elles arrivent, elles arrivent. Du coup, elles sont là. Hop, ah bah alors attends, parce que oui, c'est encore autre chose. Hop, ça va être comme ça. Oui, oui, c'est bon. Là, Voilà. on y est. Alors, sur la partie entreprise, tu peux avancer. Oui, voilà. En fait, Manuel, c'est une entreprise qui a été fondée en 41, qui fête ses 80 ans cette année. Mhm. C'est un groupe avant tout familial, hein, donc c'est la famille Man plus Humel. Alors, c'est important de dire groupe familial, puisque en fait, 100% de l'actionnariat est familial. Il y a pas, donc, ça veut dire que c'est un groupe qui est totalement autonome. On est présent à l'international avec 22 000 salariés environ, plus dans 80 pays. Je te laisse. Alors, non, pardon, excuse-moi. Si, important, il y a un site en fait en France. On est le seul site de production et on a une succursale basée à Courbevoie. Donc, Marine et moi, on est basé sur le site de Louvernay qui est juste à côté de Laval. Où on a une partie support, direction technique et donc toute la partie production. Si tu passes. Oui, ça. C'est bon? Connexion. Ouais. Oui, c'est bon. Marine, je te laisse peut-être prendre le relais sur les produits.
Donc, Manumel, c'est une entreprise qui a pour image la filtration. Donc, on est vraiment spécialisé dans la filtration, même si on fait d'autres produits hors filtration. On est quand même un groupe qui est spécialisé dans la filtration de la voiture. Donc, toutes les pièces qu'on fait, elles sont à l'avant du véhicule. Donc, comme vous pouvez voir, on gère en fait tout ce qui est l'huile qui passe dans votre moteur, qui permet en fait de faire tourner la voiture, et tout ce qui est filtration. Donc c'est pour tout ce qui est encrassement d'huile, tout ça dans le moteur. Pour éviter ça, en fait, on vient mettre des filtres qui permet d'avoir toujours une huile correcte dans le véhicule, pour essayer de faire très simple pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Tu peux passer à la slide d'après. Ça vient. Tac, voilà. Donc, pour faire ces pièces-là, en fait, ce sont des pièces qui sont en plastique. Donc, aujourd'hui, en fait, on a des fournisseurs qui viennent nous donner en fait des granulés de plastique qui sont issus, bien sûr, du pétrole. Pour en fait faire ces pièces-là, en fait, on vient faire chauffer ces granulés, en fait, cette matière-là, qu'on passe en fait dans un moule qui a en fait une certaine empreinte et qui va permettre de donner la forme à la pièce et la fonctionnalité à la pièce. Et ensuite, cette pièce est refroidie et on vient en fait ouvrir le moule et récupérer la pièce, alors souvent de manière automatisée, qui sont des robots qui viennent prendre en fait une pièce et la déposer ensuite sur un tapis qui est récupéré par l'opérateur. Donc ça, c'est, il y a différentes technologies. Tu peux passer à la slide d'après. Donc, soit par injection, soit par filtration. En fait, la différence, c'est que soit on vient en fait avoir un moule qui a une certaine empreinte, ou sinon, c'est une filière qui donne l'empreinte à la pièce. Donc, c'est des technologies qui sont différentes. On voit, je dirais 95% du temps, les pièces sont plutôt faites sur un process d'injection et à peu près 5% sont faites sur un soufflage chez Manumel. Nos clients, donc on représente à peu près une grande majorité des clients. Donc en France, on représente bien sûr Renault et Peugeot, mais on peut aussi voir qu'on fait aussi des pièces pour des marques un petit peu plus cotées, je dirais, comme Jaguar, BMW. Donc on est vraiment sur un marché assez large par rapport à nos clients. On va aussi avoir plutôt dans le Nord Volvo. Donc on représente à peu près vraiment tous les clients, ce qui permet de donner une flexibilité à l'entreprise. Et quand on a une multitude de clients, ça permet de fiabiliser aussi si un client ne va pas bien, forcément, on a d'autres marchés, donc ça permet à l'entreprise d'avoir une pérennité. Et c'est important d'avoir du coup un vivier de clients important. Donc, je pense que sur la présentation de l'entreprise, forcément, elle a des valeurs, hein, cette entreprise-là, comme toutes. Je pense que l'importance, déjà, c'est d'être innovant, puisque aujourd'hui, clairement, c'est important de créer des nouvelles choses pour pouvoir apporter quelque chose à un client, au peuple, en fait. Ce qui est important aussi chez Manuel, c'est d'avoir du leadership, hein, forcément. Toute personne va faire son travail, mais c'est vrai que l'important, c'est toujours aller plus loin, plus haut. Et je pense que c'est important de donner ses idées, de prendre des initiatives. Ça permet aussi à l'entreprise de grandir. Donc ça, c'est important. La confiance, hein, parce qu'on travaille bien sûr avec de la confiance. Et comme me disait Audrey, il faut bien être entouré, il faut que les gens aillent dans le même sens. Et donc ça passe par de la confiance. Et une fois qu'il y a de la confiance, on peut travailler en équipe. Et c'est ce qui est très important. Et bien sûr, ce qui est important, c'est les résultats, hein. Il faut quand même qu'on se le dise tous. Une entreprise, il faut qu'elle soit rentable, il faut qu'elle
qu'elle puisse dégager, quelque chose. Donc c'est important de bien sûr avoir ça en tête. Donc voilà, si je peux dire les grandes valeurs de l'entreprise. Ok, merci Marie. Ah bah, tac, voilà. C'est fini. Hop, hop. Ah bah attends, je le remets. Tac, ok. Et moi, je suis venu en plus la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, j'étais moi-même le premier surpris de voir le nombre de femmes qu'il y avait quand même chez vous. J'en ai vu partout. Sur tout un tas de postes. Attends, c'est où? Voilà, les hommes et la technique. Attends. Du coup, voilà. J'en ai vu partout. Ouais, j'en ai vu à la logistique, j'en ai vu dans OBE, j'en ai vu dans l'atelier, j'en ai vu dans les bureaux évidemment. Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Tu veux commencer ou je commence, Amélie? Je peux y aller, je vais te laisser respirer. Moi, sur mon parcours, alors c'est vrai que l'entreprise, je l'ai intégrée qu'au mois de décembre. Alors après, pour la petite histoire du parcours, effectivement, alors comme disait Audrey, moi aussi, c'est un peu une aventure familiale, l'industrie et le commercial aussi. D'ailleurs, j'ai commencé par un DUT Tech Deco, puisque mon grand-père, en fait, avait une entreprise avicole. Il concevait les incubateurs et éclosoirs, donc pour les poussins, les émeus, etc. Donc, on était dans l'entrepreneuriat, dans le commercial à la fois, et dans tout ce qui est conception et ingénierie, effectivement. Donc, moi, j'ai choisi la voie commerciale, où j'y ai passé une bonne dizaine d'années, notamment en tant que responsable commercial pour le BTP. Je concevais aussi des projets de salle de bain pour les particuliers et les professionnels. C'est un métier dans lequel je me suis éclatée. Après, j'ai trouvé que j'avais fait le tour et mes premières amours étaient le domaine des ressources humaines. J'avais hésité entre le commerce et le RH. Donc, en 2014, j'ai entamé une reconversion. Et c'est l'équipementier automobile Valeo qui m'a permis de faire ma licence RH pour me reconvertir et m'a permis également aussi de poursuivre sur un master RH. Donc, j'ai passé un peu plus de 3 ans chez Valeo, ce qui m'a permis de découvrir le domaine des ressources humaines alors, sous plusieurs aspects. Tout d'abord, la partie formation. Ce pourquoi d'ailleurs je m'étais reconvertie dans les ressources humaines, puisque j'avais envie de participer au développement des compétences des salariés. J'ai découvert également toute la partie communication interne et externe, également la partie implication du personnel. Sur mes 2 dernières années de master, Valeo m'a permis d'intégrer le poste développement RH, donc avec là tout ce qui est développement des compétences, suivi des entretiens, gestion des carrières, gestion également de l'intérim et des recrutements, où là c'est vraiment un poste sur lequel je me suis éclatée. On est au contact de toutes les personnes, de tous les acteurs de l'entreprise, que ce soit la production, les services supports. C'est vrai que moi, j'ai choisi les RH pour ça, pour son côté relationnel, l'écoute également, le côté organisé, puisque comme Audrey, je suis quelqu'un de carré. L'industrie, effectivement, c'est très carré. On ne passe pas par divers chemins. Et c'est ça qui est très intéressant. À l'issue de ce master, j'avais envie quand même de découvrir d'autres secteurs. Le secteur de l'automobile m'avait beaucoup plu, mais je voulais voir autre chose. Alors, je suis partie en Bretagne et je me suis retrouvée dans le domaine bancaire en tant que responsable formation pour le Crédit Agricole, donc avec un plan de formation avec 1600 salariés. J'avais également toute la partie recrutement alternant et aussi une partie communication, donc beaucoup de travail avec les services transverses. Je me suis aperçue qu'il y avait d'autres façons de travailler, mais aussi que la finance n'était pas forcément faite pour moi et que l'industrie me manquait beaucoup, notamment pour son côté très carré et franc, qu'on retrouve un petit peu moins dans le domaine de la finance. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'aller dans de l'industrie navale en tant que responsable ressources humaines multisites. J'ai eu une opportunité sur Brest où là, on travaillait on était sous-traitant en fait de Naval Group, hein, donc pour toute la partie bâtiment de surface, sous-marin, etc. Là, j'ai découvert un autre aspect des ressources humaines, notamment sur le multisite, où c'est pas forcément facile de gérer des sites à distance
à distance, justement, quand on est à un endroit. Et donc, ça a été assez enrichissant pour moi, puisque j'ai eu ma première grosse expérience aussi managériale. J'avais une équipe de plusieurs personnes, que des femmes, là, pour le coup, à gérer. Donc, une expérience assez intéressante, puisque j'ai découvert des femmes comme moi qui se plaisaient que dans le domaine de l'industrie. Notamment pour ce côté justement très carré, franc, organisé, où on peut parler sans détour. Et puis la vie m'a ramenée à Laval, puisque je suis originaire de la Mayenne, et donc me voilà chez Manuel depuis le mois de décembre. Voilà, où je retrouve l'industrie automobile avec plaisir, comme chez Valeo, et avec des équipes et une proximité qu'on ne retrouve pas dans d'autres secteurs en fait. Voilà. Très bien. Et je dirais du coup, juste pour revenir sur le fait que j'ai vu beaucoup de femmes la semaine dernière quand je suis passé chez vous, qu'est-ce qu'elles ont finalement comme avantage concurrentiel, entre guillemets, toutes les femmes qu'on retrouve chez vous, et pourquoi vous faites ce choix de respecter quelque part la mixité au sein de l'entreprise? Comme disait Audrey, je crois tout à l'heure, ou Marie-Hélène, il y a beaucoup de respect dans l'industrie automobile. Je pense qu'effectivement, chaque femme peut y trouver sa place. Pour avoir testé le BTP, où on est un petit peu plus sujette, je dirais, aux blagues graveleuses. Ah bon? Faut être honnête. Moi, j'ai pas du tout retrouvé ça dans l'industrie navale ni automobile, encore moins dans l'automobile. Beaucoup de respect et la volonté des hommes comme des femmes de vous intégrer, de vous apprendre, de vous faire monter en compétences. Tout le monde a le droit de se planter, hommes comme femmes. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment du soutien, du travail en équipe. Et ça, c'est ce qui était important pour moi et c'est ce que j'avais envie de retrouver. Ok. Je sais pas, Marine, si tu veux compléter. Donc, Marine Lisson, donc j'ai 30 ans. J'ai 30 ans, donc je suis aujourd'hui responsable d'unité de production chez Manuel depuis 1 an et demi. Auparavant, j'ai fait 6 ans chez Valeo en tant que méthode d'amélioration continue et superviseur. Donc, mon parcours, quand j'étais au collège, j'aimais bien, j'aimais bien tout ce qui était concret, j'aimais bien partir de rien puis faire quelque chose. Donc, c'est vrai que j'avais pris une option à l'époque qui n'existe plus malheureusement, qui était option technologie. Et c'était simple, c'était des petits projets, c'était faire des petites porte-clés avec des machines d'usinage. J'aimais bien ces choses-là. Donc, du coup, j'avais des compétences pour les matières scientifiques. Donc, j'ai continué sur un bac scientifique. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la chimie. J'avais plusieurs opportunités de choix après mon bac, le commerce, l'industrie. Et en fait, je me suis dit que je voulais pas faire du commerce pour pas faire comme mon papa, pour essayer de faire les choses quelque chose que je pourrais faire toute seule et que j'aurais pas besoin j'avais envie de faire autre chose que ce que faisaient mes parents. Donc, j'ai fait un DUT génie chimique, génie des procédés, en partant du principe que je voulais aller dans l'agroalimentaire et je voulais en fait partir de rien pour faire quelque chose. C'est vraiment ce qui me plaisait. Et malheureusement, je me suis blessée au genou. J'ai pas pu faire mon année scolaire complète, hein, et je suis revenue à l'école en me disant il te reste 1 semaine pour trouver un stage. Point. Et le premier stage que j'ai trouvé, c'est dans le secteur automobile, donc chez Hutchinson, où j'ai découvert en fait la matière plastique. Donc du coup, j'étais en laboratoire. Donc je me suis rendu compte que le laboratoire, c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus. En fait, ce qui me plaisait, c'était vraiment de créer une pièce plastique. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais plus j'aimais plus ce qui était prod et j'aimais bien partir de quelque chose pour faire une pièce. Donc suite à ça, en fait, j'ai quand même fait un deuxième stage dans l'agroalimentaire parce que j'avais vraiment envie de voir ce qu'était l'agroalimentaire et de savoir vraiment si j'étais faite pour ça ou si la première expérience que j'avais vécue dans l'automobile était
était ma préférentielle. Donc, j'ai fait mon stage dans une société qui fait de l'embouteillage, donc des bouteilles plastiques. Je suis restée dans le plastique parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte que je préférais l'industrie automobile. Alors pourquoi? Je pense que Amélie l'a bien dit. C'est un secteur qui est où c'est franc, où ça demande beaucoup plus de rigueur, où il y a beaucoup plus de sujets. Ça nous demande aussi de nous organiser parce qu'on a vraiment plus. J'avais l'impression d'avoir plus de choses à faire et de pouvoir plus apporter à ces sociétés-là. Donc, quand j'ai fait mon école d'ingénieur, en fait, j'avais la possibilité de choisir entre 3 entreprises. Et du coup, j'ai choisi l'entreprise Valeo pour faire mon apprentissage parce que c'était l'automobile et parce que j'avais apprécié mon stage chez Hutchinson. Arrivé chez Valeo, donc c'était la première fois qu'ils prenaient une apprentie en fille. Donc forcément, les premiers regards des gens vraiment très très techniques qui étaient vraiment sur machine, ils ont quand même été surpris, surpris de voir que j'étais une fille. Et puis au fil du temps, j'ai commencé à discuter avec eux. Ils ont bien remarqué que j'étais motivée, que j'avais une certaine curiosité, que je voulais apprendre et que les questions que je leur posais, elles étaient plutôt pertinentes. Donc, en fait, ils m'ont fait confiance. Et à partir du moment où ils m'ont fait confiance, en fait, tout s'ouvre et puis du coup on peut travailler et montrer qu'on a des compétences en tant que femme. Et je pense que une de mes compétences que j'avais, c'était d'être une personne quand même qui a de l'empathie et qui aime, comment dire, travailler avec les autres et j'avais un bon rationnel. Donc forcément, mais pour autant, je me laissais pas faire et je disais les choses franchement et en fait, ça s'est bien passé. Donc du coup, pendant cet apprentissage-là, je me suis rendu compte que je voulais vraiment travailler avec les gens. C'est pour ça que j'ai choisi la production, que j'aimais, comment dire, le management pour pouvoir monter en compétence les gens, leur apporter en fait quelque chose, puisque on travaille quand même énormément de temps au travail. Et pour moi, c'était important de pouvoir apporter aux gens quelque chose et en fait qui reviennent au travail avec plaisir, quoi. Donc c'était quelque chose d'important pour moi. Si je reviens un petit peu sur les questions qui ont été posées, comment on vit l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle? En fait, je pense que c'est vraiment un équilibre dans le couple. Pour moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir quelqu'un à mes côtés qui me permet aussi d'évoluer et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas forcément comment dire aujourd'hui, c'est pas forcément l'homme qui fait sa carrière, c'est les deux. Et je pense que sur certaines périodes de nos vies, on fait des compromis. Bon, tu as une opportunité, saisis-la. Moi, je vais essayer de faire ça pour que tu puisses t'épanouir. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Et je pense qu'aujourd'hui, notre génération permet de pouvoir le faire. Donc, je pense que c'est important. Et j'ai la chance aussi, j'avais envie de le dire, chez Manuel, c'est quand même une société qui est ouverte à ça, puisque moi, quand j'ai été embauchée, j'étais enceinte. Et donc, du coup, il faut bien savoir qu'aujourd'hui, c'est quelque chose où il n'y a pas de problématique en fait. C'est plus quelque chose qu'on va se dire est-ce qu'elle va tomber enceinte, il y a un congé mater et tout. C'est quelque chose qui est ancré enfin dans la société dans laquelle je travaille. Et j'ai une équipe aussi à côté de moi qui ne fait pas de différence parce que voilà, ils ont été, ils sont jeunes, ils ont mon âge. On a vraiment le droit d'avoir chacun nos ambitions et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la société manuelle, je pense. En tout cas, dans le groupe avec lequel je travaille. Très bien. Ouais, super.
Super, super, c'est intéressant comme parcours aussi. Et on aurait pu avoir aussi Isabelle Février, qui était responsable du AP aussi chez Renault et qui est pareil, hyper technique dans un environnement hyper masculin. Et ça rejoint exactement ce que tu nous as raconté, Marine. Donc, Et puis, je pense merci. honnêtement que être responsable de prod, c'est pas seulement être technique. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on nous demande. Il y a de la stratégie, il y a de la gestion d'opérateurs, il y a comment dire, il y a d'autres choses que la partie technique. Aujourd'hui, je me vois très peu en fait faire de la technique. Alors que pourtant, Ouais. c'est ce que j'ai fait comme diplôme, c'est mes bases, mais aujourd'hui, j'en fais très peu par rapport à ce qu'on pourrait croire, Ouais, c'est surtout en production. plus une fonction managériale finalement. Mm. Hmm. D'accord, très bien. Et alors du coup, je vous pose la question à toutes les deux, mesdames, mais est-ce que vous auriez des conseils, pareil, des conseils pour celles qui nous écoutent aujourd'hui là, sur leur choix, sur parce qu'on voit toi, Amélie, que tu as navigué pas mal entre l'automobile, le bancaire, le naval, l'agro, enfin, etc. Enfin, du coup, et Aujourd'hui, l'avantage d'avoir un petit peu fait divers secteurs, c'est de savoir ce que je veux et ce qui me plaît. Un peu comme Marine, en fait, c'est vrai que moi, pourquoi je me suis tournée vers les RH? Alors oui, parce que j'aime l'humain, j'aime communiquer, j'aime les challenges, mais j'avais aussi envie de faire de la stratégie. Et d'apporter la pierre à l'édifice dans une entreprise. Et mine de rien, la stratégie RH découle de la stratégie d'entreprise, sauf que ce n'est pas le RH ou le haut de la pyramide, en tout cas, qui fait l'entreprise et qui fait qu'on obtient des résultats, c'est la stratégie de l'entreprise avec tous ses acteurs. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant. C'est aussi pour ça que j'ai poussé jusqu'au master. Alors après, un conseil pour celles qui voudraient faire du RH, on ne devient pas RH comme ça à la sortie du diplôme. On a bien souvent, alors moi après j'ai eu des opportunités qui m'ont permis d'être à différents postes aussi. Mais en général, quand on sort d'un master, il faut aussi être réaliste. On peut bien souvent nous proposer des postes d'assistanat ou de chargé. On n'acquiert pas tout de suite non plus forcément la confiance parce qu'on doit faire ses preuves aussi sur ces postes-là. Donc, il faut aussi être très vigilant par rapport à ce qu'on nous vend pendant le parcours, pendant nos études. Ça, je tiens à le dire parce qu'en RH, il y a eu beaucoup de désillusions de la part de certaines de mes collègues notamment. Donc, c'est vrai que le conseil, ce serait surtout de rester sur les pieds sur terre, d'avoir des valeurs et de l'empathie et pas déroger à ces valeurs, en tout cas en RH. Ça, c'est très important. très bien. Merci. Marine, si tu veux rajouter un mot. Moi, je dirais plutôt le conseil, c'est l'industrie, c'est pas l'image qu'on peut recevoir, hein. Et je pense que c'est important lors de vos stages d'essayer vraiment d'avoir des stages dans différents secteurs. Que ce soit la production, que ce soit en projet, pour que vous puissiez savoir vraiment ce qui vous plaît. Parce que je pense qu'on a vraiment une désillusion sur chaque secteur. Et je pense que pour avoir vu mes camarades de classe et tout, non, moi je veux faire ça, je veux rester là-dedans. Et en fait, moi je me suis rendu compte que c'est pas forcément bien de faire tout le temps la même chose. Donc vraiment essayer de diversifier vos stages, les que vous pouvez avoir, essayer de faire diverses choses et pas que ce que vous pensez aimer. Parce que je pense qu'on peut des fois se découvrir sur d'autres choses en essayant de ne pas rester dans son confort et dans son domaine qu'on se prédit. Voilà. C'est ça. D'accord. Et puis moi, je rajouterais juste pour compléter que c'est intéressant aussi d'avoir ce panel en grande entreprise, petite structure aussi, parce que mine de rien, ça a des fonctionnements très différents
Enfin, moi, je sais à titre personnel que je m'éclate plutôt dans les petites structures, même si mais pour avoir fait les deux, les grandes sont encore plus carrées, encore plus. Genre, on est tous bien dans sa case, je dirais. Ça respecte beaucoup de process, mais moi, ce que j'aime, c'est un peu cette folie on touche à tout et on joue, enfin, on joue collectif, quoi. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ce mix aussi, quoi. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup, mesdames. Tac, tac, oui, alors du coup, je sors un peu du sujet. Oui, alors, du coup, on va laisser ça en dehors du sujet. Du coup, sur la part. Attends, c'était toi, Simon? Non? Oui, non? Non, c'était que moi. Du coup, je vous remercie toutes. Merci du coup pour tous ces conseils et du coup la grande motivation que vous avez réussi à donner à nos participantes. Merci pour votre intervention. J'aurai plaisir à vous retrouver, je pense, très bientôt. En tout cas, pour certaines, c'est sûr. Et puis, Amélie, on se souhaite bonne continuation, du coup, parce qu'on a compris que c'était que ponctuel pour cette partie-là. Et puis voilà, écoutez, je ne sais pas trop comment conclure. C'est pas assez technique pour le coup pour moi. Mais en tout cas, c'était un chouette moment. Enfin, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et assez constructif. Plein de bienveillance et plein de conseils. Donc, merci beaucoup, mesdames. Merci, Antoine. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Bonne Merci, à journée. bientôt. Au revoir. Comment je fais arrêter le partage?